Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? D'accord. Si je parle trop fort, faites-moi signe parce que c'est pas évident. Euh, Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous pendant une petite trentaine de minutes pour parler du sujet de la REP bâtiment. Je vais essayer de faire ma présentation en une vingtaine de minutes pour laisser un peu de temps d'échange. Et puis même si vous avez des questions pendant, n'hésitez pas à lever la main, que ça soit un peu plus interactif. Donc déjà, je me présente, je m'appelle Rami Jabour, je suis directeur marketing et communication de Valobat. Alors je vais vous expliquer qui est Valobat et ce qu'on fait. Et l'objet aujourd'hui, c'est de parler de cette nouvelle réglementation REP et donc en fait un peu plus largement d'économie circulaire dans le bâtiment et peut-être de s'arrêter un tout petit peu sur ce que, au-delà de la partie réglementaire un peu contraignante potentiellement, de s'arrêter au pourquoi de cette REP, à quoi elle sert et de ce que ça peut apporter comme valeur ajoutée aux différents acteurs de la filière. Donc, quand on parle d'économie circulaire, on parle de gestion des déchets et il faut avoir en tête aujourd'hui que on a à peu près 46 millions de tonnes de déchets qui sont générés annuellement par la filière du bâtiment. Et sur ces millions de tonnes, il y en a à peu près entre 10 et 15 millions qui partent à l'enfouissement. Et donc en fait, notre capacité à gérer ces déchets qui partent à l'enfouissement, si demain on trouve des exutoires pour ces déchets-là, ça pourrait être jusqu'à 2 millions de tonnes de CO2 qui pourraient être évitées grâce à une meilleure gestion des déchets. Donc ça, c'est un premier élément à avoir en tête. C'est que ce n'est pas uniquement pour la gestion des ressources, l'économie circulaire, c'est aussi un élément de décarbonation qui peut venir voilà, rentrer dans la danse de tout ce qu'on est en train de mettre en place dans la transformation environnementale. Deuxième élément, on parle beaucoup de souveraineté depuis quelques mois, on parle beaucoup d'industrie et aujourd'hui, le sujet finalement de la raréfaction des ressources est un sujet qui préoccupe en fait beaucoup d'acteurs du bâtiment. La matière première issue de recyclage et issue des déchets de chantier notamment pourrait en tout cas permettre à l'industrie française de garder sa souveraineté, notamment dans le monde du bâtiment. Dernier point, et c'est un point quand même d'origine important pour la naissance de cette réglementation, ce sont les décharges sauvages. On en parle quand même souvent. Il y a pas mal de décharges sauvages en France et aujourd'hui, nous, on est convaincus que si on veut commencer en tout cas, contribuer au traitement de ce sujet-là ou à la résorption de ce sujet-là, il faut proposer un service de collecte des déchets pour les entreprises de travaux, pour les artisans, pour les bricoleurs, qui soit un service de proximité et qui soit un service le plus possible gratuit pour que justement il y ait une incitation à aller vers une meilleure gestion des déchets. Donc tous ces éléments-là, c'est un peu les éléments, j'ai envie de dire, de base qui ont constitué au lancement de cette réglementation. Et donc en quoi elle consiste exactement? Alors peut-être qu'il y en a, pour certains, je vais peut-être faire de la redite, peut-être que certains d'entre vous connaissent bien, mais pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, en fait, les mots REP et PMCB, ça veut dire responsabilité élargie du producteur, et PMCB, ça veut dire produits et matériaux de construction du bâtiment. Donc en fait, c'est une réglementation qui existe déjà sur beaucoup d'autres filières, par exemple la filière du meuble ou la filière des produits électroniques. Quand vous achetez aujourd'hui un lave-vaisselle, vous avez une ligne sur votre facture qui s'appelle éco-participation de temps. Et ben derrière cette éco-participation, il y a ce qu'on appelle une REP, donc il y a une filière de responsabilité élargie du producteur. Et ce principe de REP s'applique filière par filière et la filière du bâtiment démarre en 2023 sur cette réglementation-là. Et ça consiste en quoi? Ça consiste en mettre en place un système incitatif au tri à la source, puisque la promesse qui est faite derrière cette réglementation, c'est de proposer à tout détenteur de déchets, donc les artisans, les entreprises de travaux, une reprise sans frais de leurs déchets si les déchets sont triés à la source, donc si les déchets sont triés sur le chantier. Ça devrait faire en sorte qu'il y ait plus de tri qui soit fait sur le chantier et par conséquent qu'il y ait moins de mélange de déchets sur le chantier et donc plus de déchets recyclés. Alors qui dit gratuité
dit financement. Il faut bien financer la reprise gratuite. Et pour financer la reprise gratuite, en fait, ce sont les metteurs sur le marché, ce qu'on appelle les metteurs sur le marché, donc les industriels, les fabricants, les distributeurs de matériaux, qui vont, à chaque fois qu'ils mettent sur le marché un produit ou un matériau, ils vont payer ce qu'on appelle une éco-contribution donc ou une éco-participation. Donc c'est un montant lié au produit qu'ils vendent et ce montant va venir permettre d'assurer la reprise gratuite des déchets. Et qu'est-ce qu'un éco-organisme dans tout ça? Donc Valobat par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Nous, notre boulot, notre mission finalement, c'est de structurer toute la filière. Donc d'une part, de collecter les éco-contributions auprès des metteurs sur le marché et ensuite d'utiliser cette éco-contribution pour financer la collecte, le traitement et la valorisation, le recyclage des déchets triés. Voilà, avec un élément important à avoir en tête, c'est qu'un éco-organisme, c'est une société privée. Nous ne sommes pas un service public, nous sommes une société privée, mais on est à but non lucratif. Donc notre enjeu, c'est de construire des éco-contributions qui soient, j'ai envie de dire, qui viennent couvrir des coûts de traitement et de valorisation des déchets. Voilà, et donc par construction, on est un peu là pour servir toutes les parties prenantes de la filière, depuis les industriels ou les distributeurs qui sont, j'ai envie de dire, nos clients directs, qui sont ceux qui nous financent, jusqu'aux acteurs du chantier, donc les entreprises de travaux, mais également les maîtrises d'ouvrage, les maîtrises d'œuvre, pour leur apporter le service de reprise qu'on leur promet en fait, et avec des partenaires qui sont les opérateurs de déchets, donc les gestionnaires de déchets, mais également tous les acteurs du recyclage, donc tous les recycleurs qui vont permettre en fait finalement de boucler la boucle et de ramener de la matière première vers les industriels qui vont ensuite pouvoir les incorporer dans leur process industriel. Voilà. Alors, quelle est la valeur ajoutée de tout ça? Donc je pense que j'ai donné quelques éléments. La première valeur ajoutée, alors on met le mot gratuité, je vais le mettre entre guillemets quand même entre nous parce que cette gratuité elle va être progressive, je vais y revenir après. La gratuité elle va venir au fur et à mesure, ça va être plutôt une baisse des coûts dans un premier temps, mais dans l'idée, l'objectif c'est de proposer une reprise des déchets qui soit moins chère pour les entreprises de travaux. C'est évidemment d'accélérer la collecte. Aujourd'hui, il y a des déchets qui sont très bien collectés de manière triée et d'autres qui ne le sont pas du tout. Il y a quand même des déchets qui ne sont pas du tout bien collectés. Et par conséquent, qui dit pas de collecte, dit pas de gisement et donc pas de capacité de recyclage. Et il y a évidemment le recyclage. Il y a une valeur ajoutée dans le recyclage. Il faut accélérer sur le recyclage de certains matériaux. Il y a des matériaux qui se recyclent très très bien. Je pense par exemple aux métaux. Aujourd'hui, ça se recycle quasiment à 100%, ce n'est pas un sujet. En revanche, il y a des matériaux sur lesquels le recyclage est quasi inexistant et il y a des ambitions de monter en puissance de manière très forte. Je pense par exemple, entre autres, aux menuiseries vitrées. Aujourd'hui, le taux de recyclage des menuiseries vitrées, du verre des menuiseries vitrées, j'indique bien la partie vitrée, est très faible par rapport à ce qu'on pourrait imaginer de faire. Donc il y a un enjeu d'accélérer le recyclage sur ce type de produit. Et puis, alors j'aurais dû le dire en premier, mais je vais le dire en dernier pour que ça soit le meilleur. Le réemploi, qui est quand même le sujet, le Graal de l'économie circulaire, j'ai envie de dire. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui qu'il faut absolument développer. Nous avons des objectifs très ambitieux sur le réemploi. Des objectifs qui sont fixés par notre cahier des charges, mais qui sont aussi des objectifs propres à notre volonté, à nous, notre ambition chez Valobat de développer le réemploi. Et donc là, pareil, il y a... alors je ne vais pas dire tout à faire, mais presque tout à faire. On est quand même sur un marché qui est très bouillonnant, mais qui reste très parsemé, j'ai envie de dire. Et l'objectif, c'est de trouver un moyen d'accélérer, d'industrialiser le réemploi pour vraiment aller chercher, créer un vrai marché du réemploi. Un autre objectif et une autre valeur ajoutée à l'ensemble des acteurs, et j'ai envie de dire principalement aux maîtres d'ouvrage, c'est la traçabilité. Aujourd'hui, un maître d'ouvrage, il est quand même responsable de ses déchets, il doit savoir où vont ses déchets quelque part. On vous demande de faire des diagnostics, on vous demande de faire un certain nombre de choses quand vous êtes maître d'ouvrage. En revanche, vous ne savez pas forcément où vont vos déchets. Est-ce qu'ils sont réellement valorisés? Est-ce qu'ils finissent dans la nature? Voilà. Donc il y a une question sur la traçabilité. Le rôle de la REP et le rôle des éco-organismes, c'est de vous apporter cette traçabilité, de savoir où vont les déchets, comment ils circulent, de quelle main à quelle main ils passent et surtout où est-ce qu'ils finissent et comment on les revalorise.
Et le dernier point, la dernière valeur ajoutée, c'est ce que j'appellerais la valeur. C'est que tout l'enjeu, finalement, c'est de faire en sorte que le déchet prenne de la valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la majorité des déchets sont ce qu'on appelle la valeur négative. Il faut payer pour se débarrasser de son déchet. Demain, si on fait bien notre boulot, et si ça continue, et si les ressources continuent à se raréfier, bah, ça va basculer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les déchets pourraient devenir à valeur positive. Alors, il y a certains déchets aujourd'hui qui le sont. Hein. Les déchets métalliques sont à valeur positive. Un déchet métallique se vend. Ce n'est pas le cas des autres déchets. Demain, et l'objectif, et on y travaille, pour que les déchets deviennent une ressource et par conséquent gagnent en valeur et deviennent pour en fait celui qui le génère une source de revenus supplémentaire. Alors, un petit mot du coup pour vous expliquer qui on est chez Valobat et quelle est notre démarche. Donc, chez Valobat, on est donc un éco-organisme qui est vraiment focalisé sur le monde du bâtiment, sur l'univers du bâtiment. Ce que vous voyez à l'écran, ce sont nos actionnaires. Donc, nos actionnaires, ce sont quelque part les industriels ou les distributeurs qui ont cru et qui ont voulu monter en fait cette structure pour prendre en main leur destin en fait sur le sujet de la REP. Et donc autour de la table, il y a 3 typologies d'acteurs, j'ai envie de dire. Des industriels, que vous voyez à gauche de l'écran, qui représentent tous les métiers, tous les produits du bâtiment, tous les matériaux. Alors je ne vais pas vous les détailler, évidemment, je vous fais l'affront de tout ça. Mais l'idée, c'est d'avoir quand même des acteurs, et depuis le début, ce sont des acteurs qui ont décidé de se regrouper malgré leur concurrence, parce que vous avez beaucoup de concurrents là-dedans, pour se mettre autour d'une table et réfléchir à la filière dans son ensemble. On a également des distributeurs qui sont autour de la table. Les distributeurs de matériaux que vous voyez à droite de l'écran sont assez fortement impactés par cette réglementation parce qu'ils se retrouvent... en fait, ils ont 2 casquettes, j'ai envie de dire. Ils ont une casquette de metteurs sur le marché sur une certaine partie de leurs produits qu'ils vendent, notamment leurs marques propres. Ils sont considérés comme des fabricants sur leurs marques propres. Mais également, ils ont des obligations en termes de reprise des déchets de leurs clients. Donc un distributeur qui vend à des artisans doit proposer, il y a un certain nombre de critères de surface de points de vente, mais certains points de vente sont dans l'obligation de proposer une reprise des déchets avec cette nouvelle réglementation. Donc impact important, notamment un impact opérationnel important. Et en fait, on a souhaité aussi, autour de la table, avoir des distributeurs qui soient le plus représentatifs du monde de la distribution en France, que ce soit des distributeurs intégrés ou des distributeurs indépendants, des groupements, ou encore des distributeurs spécialisés, par exemple électriques ou sanitaire chauffage, ou encore des GSB, donc des grandes surfaces de bricolage, pour couvrir un peu toute la diversité des métiers de la distribution en France. Et puis, au sein de la gouvernance de Valobat, et ça c'est un point qui est vraiment assez spécifique, nous avons des fédérations, des organisations professionnelles qui sont en bas donc de l'écran et qui sont là pour représenter des métiers où les metteurs en marché sont des petits acteurs. Donc, je pense par exemple aux fédérations de la menuiserie qu'on retrouve ici, ou les fédérations du bois, qui représentent des acteurs de différentes tailles, dont des petits acteurs qui sont impactés par ce type de dispositif assez différemment que les gros. Notamment pour eux, c'est un impact administratif important. Donc l'enjeu aussi, c'est que les petits puissent s'exprimer au sein de la gouvernance de l'éco-organisme. Et quelque part, un enjeu au niveau de Valobat, ou en tout cas un engagement de notre part auprès de tous les acteurs à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est créé par des acteurs du bâtiment, et on travaille pour les acteurs du bâtiment, donc un focus bâtiment, vraiment c'est un sujet qui nous tient à cœur. On a tous les actionnaires que vous avez vus qui viennent du bâtiment, donc en gros qui poussent dans la direction de servir les acteurs du bâtiment, mais également un enjeu d'entraîner toute la profession vers plus d'économie circulaire. Donc ça c'est vraiment un point qui est très important, avec une ambition de R&D qui est importante. L'idée étant de ne pas s'arrêter là. Alors aujourd'hui on a des taux de recyclage qui sont pas mauvais dans le bâtiment, on peut se fouetter, mais en fait on est quand même aujourd'hui à peu près à 75% de taux de recyclage ou de valorisation, donc c'est plutôt un bon score. Ceci étant dit, il en reste 25, et 25% de 46 millions de tonnes, c'est beaucoup, il faut travailler, et donc c'est là avec la recherche et le développement qu'on va pouvoir accélérer. Un autre enjeu, c'est un autre engagement, en tout cas j'aime dire même un ADN de Valobat, c'est la co-construction.
Nous souhaitons travailler avec tout le monde. Nous travaillons d'ailleurs depuis 1 an et demi avec tout le monde, tous les acteurs, tous ceux qui le souhaitent. On les met autour de la table et on travaille avec eux parce que l'objectif, c'est pas de construire une filière faire construire une filière par 3 consultants dans une chambre, mais plutôt de construire la filière avec les acteurs qui sont concernés. Et c'est quelque chose qu'on met en œuvre depuis le début et qu'on continue de mettre en œuvre. Et puis un troisième point qui est important, c'est que l'économie circulaire, c'est un élément dans un sujet qui est beaucoup plus vaste, qui est la transformation environnementale, et avec beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui se posent 1000 questions. Enfin, je pense que vous posez tous plein de questions sur le sujet. Chacun a sa feuille de route environnementale, et nous, si on peut venir apporter quelque chose, bah, on est partant, on est volontaire pour vous aider là-dessus. L'idée étant que finalement cette réglementation, donc cette contrainte réglementaire, puisse devenir potentiellement une opportunité pour vous, en tout cas, de passer un cap, ou en tout cas de changer de paradigme et de faire les choses un peu autrement. Petit point sur la façon dont on travaille chez Valobat et comment on structure les choses. On a décidé depuis le premier jour de prendre en compte la spécificité des matériaux dans le bâtiment. Une REP, des REP, il y en a plein. Il y a des REP beaucoup plus simples que d'autres, j'ai envie de dire. Il se trouve que la REP du bâtiment, elle est colossale en termes de gisement de déchets. Quand on parle de 46 millions de tonnes, c'est plus gros que la somme de toutes les REP existantes réunies. Donc c'est énorme en termes de quantité de déchets. Mais c'est aussi très complexe en termes de matériaux. Je pense que je ne vais rien apprendre à personne si je vous dis que le recyclage du bois, ce n'est pas la même chose que le recyclage des métaux ou le recyclage du plâtre. Donc l'enjeu, c'est finalement de prendre la spécificité de chacun des matériaux et d'essayer d'aller jusqu'au bout de l'histoire. Donc en fait, on a organisé notre travail depuis le premier jour en ce qu'on appelle des comités de secteur. Moi, j'aime dire qu'on a créé 9 petits éco-organismes dans le gros, pour que chaque comité de secteur, avec des actionnaires, des adhérents qui sont finalement dédiés, qui sont chacun spécialisés, on va dire, dans l'un des secteurs, puissent travailler ensemble et puissent réfléchir ensemble à quels sont les coûts de gestion des déchets sur mes produits à moi, mes produits en bois par exemple, quelles sont les filières de recyclage existantes, qu'est-ce qu'il faudrait développer comme filière de recyclage, et finalement comment je répartis les coûts de gestion des déchets sur les produits et les matériaux qui sont mis sur le marché. Donc au final, c'est un peu, ça va vous paraître un peu bizarre, mais en fait ce sont les clients qui décident du prix, j'ai envie de dire chez nous, à partir du moment où ils savent quel est le coût qu'il faut couvrir. Et encore une fois, avec cette dynamique de non-lucrativité, c'est-à-dire des éco-contributions qui viennent couvrir des dépenses qui sont finalement différentes quand on parle de bois, ou quand on parle de plâtre, ou quand on parle de revêtement de sol, etc. etc. Donc voilà, donc ça c'est un peu notre cuisine interne, mais moi j'aime bien la montrer pour expliquer comment ça fonctionne et qu'est-ce qui se cache derrière, derrière les portes de l'éco-organisme. Et tout ça, à la fin, pour proposer un schéma de reprise. Alors je suis désolé, c'est peut-être un peu compliqué, mais je vais essayer de simplifier ce qui est derrière. Ce que vous voyez à l'écran, finalement, c'est notre schéma opérationnel de gestion des déchets. Donc c'est comment on fonctionne. Et chez Valobat, on va avoir 2 approches différentes. On va avoir une approche point de reprise, c'est-à-dire qu'on va développer des points d'apport volontaires pour que les artisans, etc., les détenteurs de déchets, les bricoleurs puissent ramener leurs déchets sur des déchetteries, typiquement, que ce soit des déchetteries publiques, des déchetteries professionnelles, privées, ou encore des points de reprise de distributeurs qui souhaitent mettre en place des points de reprise, avec une obligation d'atteindre un maillage d'un point de reprise tous les 10 km en zone dense et tous les 20 km en zone rurale, j'ai envie de dire, mais également de la reprise directement sur les chantiers, ce qu'on appelle les gros chantiers, mais en fait un gros chantier, c'est un chantier qui génère plus de 50 mètres cubes de déchets. Donc un chantier qui génère plus de 2 bennes, ça passe dans la catégorie gros chantier. Et là, pour le coup, ce sont les éco-organismes qui pourront directement chercher les déchets directement sur le chantier sans passer par des points de reprise. Donc, et après, on va aussi proposer aux entreprises de travaux qui souhaitent massifier les déchets dans leur propre dépôt de leurs ateliers, de pouvoir massifier les déchets chez eux, et on viendra également chercher les déchets dans leurs entrepôts. À partir de là, vous avez un peu tous les points de collecte,
À partir de ces points de collecte, vous avez les déchets qui vont ensuite passer par des plateformes de massification, de tri, et ensuite aller vers des centres de préparation, des exutoires de recyclage, pour ensuite être donc recyclés et valorisés. Pour les plus connaisseurs, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour les plus connaisseurs, nous mixons dans cette REP-là une approche financière et une approche opérationnelle. C'est-à-dire qu'il y a une certaine partie des flux, des prestations qui seront directement opérées par Valobat, donc avec des prestataires qui sont sous appel d'offres, en fait, avec des marchés qui sont passés avec des prestataires. Et certaines autres prestations seront dites en REP financière, c'est-à-dire ce sont des flux qui vont fonctionner comme ils fonctionnent aujourd'hui, avec un soutien financier qui va être apporté par Valobat, mais sans intervention opérationnelle de la part de l'éco-organisme. Et on a essayé de faire en sorte d'intervenir là où il y a besoin d'intervenir, et surtout de ne pas intervenir là où les choses se passent déjà bien. Donc c'est pour ça, par exemple, que les flux des déchets inertes ou des déchets métalliques, qui aujourd'hui fonctionnent très bien, il y a déjà eu des filières qui fonctionnent très bien, nous on ne souhaite pas intervenir dedans pour ne pas bousculer l'existant. Donc ça continue à exister tel quel, et nous on apporte uniquement un soutien financier à ces filières-là. Et donc, quelles sont les prochaines étapes, et je pense que je vais m'en arrêter là. Les prochaines étapes, ce sont le démarrage du paiement des éco-contributions pour les metteurs sur le marché à partir du 1er mai, et la mise en place de toute la contractualisation avec les points de reprise, qui a déjà commencé avec les points d'apport, les déchetteries, etc., pour démarrer progressivement la reprise gratuite. Encore une fois, je mets des guillemets, parce qu'elle ne va pas être gratuite complètement immédiatement, ça va être gratuit progressivement. Des déchets du bâtiment. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Oui, monsieur. Tout d'abord, merci de votre présentation qui était très claire. Moi, j'aurais une question au rapport au coût. L'accompagnement de Valobat, auriez-vous un coût au mètre carré de construction de bâtiment? L'accompagnement au coût de quoi? L'accompagnement du traitement des déchets sur un chantier. Alors, on a des coûts alors, l'accompagnement, le soutien financier qui est apporté, il n'est pas apporté. Alors, vous êtes maître d'ouvrage, vous êtes maître d'ouvrage. Ouais. Voilà. Alors, dans le cas où vous êtes maître d'ouvrage, en fait, nous finançons votre prestataire de déchets. Nous ne finançons pas le maître d'ouvrage. Le prestataire de déchets que vous allez avoir sur votre chantier, il va bénéficier d'un soutien de Valobat basé sur la quantité de déchets qu'il va générer. Et c'est à lui ensuite de vous répercuter la baisse de coût dans ses factures. Notamment le coût de traitement des déchets qui va devoir baisser de manière drastique sur les déchets triés. Donc vous, en tant que maître d'ouvrage, quelque part, l'enjeu pour vous, ça va être de faire en sorte qu'il y ait vraiment un tri sur le chantier qui soit mis en place. Donc de forcer, entre guillemets, le destin sur le tri, ou de mettre ça dans vos clauses pour que le déchet se fasse sur le chantier réellement. Après, le barème de soutien sera directement adressé à l'opérateur de déchets. Merci. Mais de rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, soit je suis très clair, soit vous êtes un peu endormi. Ah, il y a madame qui a une question tout devant. Bonjour, je suis maître d'ouvrage public. Enchanté. Pour faire la liaison entre votre présentation et les diagnostics qui nous disent de réaliser PEMD, ressources, voilà. Bien dans ma question, il y a deux parties. La première, est-ce que vous faites ce type des diagnostics? Et la deuxième, est-ce que votre plateforme et tout ça, il rentre dans les plateformes de ressources ou non, c'est quelque chose autre plus part? Non, en fait, ce sont des choses différentes. C'est-à-dire que nous en tout cas, notre mission, c'est pas de faire des diagnostics PEMD. Les diagnostics PEMD, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des diagnostics qui sont faits au début du projet pour finalement faire un diagnostic des déchets qui vont être générés et de comment on pourrait les valoriser. Et l'enjeu derrière, finalement,
Ce que nous, on va pouvoir vous apporter, c'est une visibilité réelle sur ce qui s'est passé avec vos déchets, via la traçabilité qu'on va mettre en place. Donc de pouvoir recoller, j'ai envie de dire, avec le PEMD que vous avez fait initialement. Nous, notre mission, c'est pas de faire de PEMD, il y a déjà des boîtes qui font ça très bien, donc on ne va pas venir marcher sur leur plate-bande. En revanche, voilà, donc c'est comme ça qu'on va fonctionner. Et la deuxième partie de la question, du coup, j'ai un peu zappé. En fait, pour les ressources, est-ce que aussi votre plateforme, elle est publiée et qu'on peut utiliser ça? Par exemple, quand on a des projets de déconstruction, est-ce qu'on peut verser ou utiliser vos plateformes de ressources pour nos opérations? Non, ça ne va pas fonctionner comme ça, parce qu'en fait, les ressources... alors, peut-être que dans un deuxième temps, ça pourrait fonctionner comme ça. Dans un premier temps, nous, on va flécher les ressources vers du recyclage. Donc, en fait, il va y avoir deux choses. Il va y avoir le recyclage, où là, ça va aller vers des centres de préparation qui seront sous contrat avec Valobat. Soit il va y avoir des produits de réemploi qui vont être générés sur un chantier de déconstruction, par exemple sur une opération de curage. Et là, pour le coup, ce sont des entreprises, par exemple de l'économie sociale et solidaire ou autres, qui vont s'emparer de ces produits de réemploi pour pouvoir les placer sur des chantiers. Après, vous, en tant que maître d'ouvrage, si vous êtes sur un chantier de déconstruction-construction, vous pouvez très bien décider que les déchets que vous générez, vous ne les passez pas par l'éco-organisme et directement vous en profitez vous-même. Ça, c'est une décision que vous pouvez prendre. Il n'y a aucun problème pour faire ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou de remarques d'ailleurs? Oui, monsieur. Ouais, ça arrive. Les plus belles. J'avais une question sur le maillage que vous pensez faire. Le maillage que vous pensiez faire. Désolé. Tout simplement de 20 ou 10 km, que je trouve très très fin. Je ne connais pas du tout le secteur, mais il risque pas d'y avoir de la concurrence entre différents éco-organismes. J'ai un peu de mal à comprendre du coup comment ça fonctionne. Voilà. Alors, le maillage des 10... Alors, je vais attendre que vous mettiez votre... Voilà. Le maillage des 10 ou 20 km, c'est une obligation pour le collège des éco-organismes. C'est-à-dire que ce n'est pas que pour Valobat. L'ensemble des éco-organismes doivent proposer un maillage tous les 10 et 20 km. L'idée étant qu'effectivement, on ne mette pas des déchetteries tous les 300 mètres parce qu'il y aura un problème. Donc oui, c'est ça l'idée. En fait, il n'y aura pas de concurrence dans le sens où c'est ensemble qu'on crée ce maillage. D'autres questions? Sur quel stand on peut vous trouver? Ah, on m'a dit qu'il fallait dire le stand. Alors, je suis au stand 10. Et pour ceux qui ne savent pas où est le stand 10, on est sur ce niveau, tout au fond à droite, juste avant la salle de conférence plénière. Pas d'autres questions? Super. Écoutez, merci beaucoup. Et puis, bonne fin de salon à toutes et à tous. Au revoir.